Mon maître avait 93 ans lorsque je l'ai rencontré. Ses os ne s'étaient jamais brisés, pas une seule fois en presque un siècle de vie. Alors que d'autres vieillards de son âge marchaient voûtés, fragiles comme des branches sèches qu'un simple vent pouvait briser, lui se déplaçait avec la fermeté d'un arbre dont les racines avaient trouvé la roche la plus profonde de la montagne. J'avais 19 ans et j'avais voyagé pendant des semaines pour le trouver. Dans mon village, on racontait des histoires sur un ermite vivant dans les montagnes de l'Ouest, un homme qui avait découvert le secret pour rendre les os incassables. On disait qu'il était tombé d'un précipice dans sa jeunesse et qu'il s'était relevé sans une seule fracture. On disait que des bandits l'avaient frappé avec des bâtons de bois et que les bâtons s'étaient fendus contre son corps. On disait beaucoup de choses. Je ne savais pas quoi croire, mais je savais que mes propres os s'étaient cassés 3 fois avant mes 15 ans et que mon père était mort après qu'une chute lui eût brisé la hanche et qu'il n'avait jamais pu marcher de nouveau. Lorsque j'arrivai finalement à sa grotte, je m'attendais à trouver un guerrier, un homme aux muscles énormes et à la présence intimidante. Ce que je trouvai fut un vieillard mince, d'apparence fragile, assis en posture de méditation devant un petit feu. Sa peau avait la couleur du papier ancien. Ses mains ressemblaient à celles d'un scribe, non à celles d'un combattant. Mais lorsqu'il se leva pour m'accueillir, quelque chose dans son mouvement me coupa le souffle. Il n'y avait aucune hésitation, aucun tremblement, aucun de ces gestes prudents avec lesquels les vieillards protègent leur corps. Il se mouvait comme de l'eau glissant sur des pierres, sans effort, sans peur. Je restai avec lui pendant 12 ans. Ce que j'appris durant ce temps ne peut être transmis complètement avec des mots, mais je peux essayer, parce que avant de mourir, mon maître m'a fait promettre de partager ses enseignements avec quiconque aurait des oreilles pour écouter. Celui qui a les os faibles, me dit-il, a la vie faible, car les os sont le fondement, la structure sur laquelle tout le reste repose. Fortifie les os, et tu fortifieras tout le être. La première leçon arriva le lendemain matin de mon arrivée. Je me réveillai au son de coups rythmiques. Je sortis de la grotte et trouvai mon maître debout dans une clairière, frappant ses bras avec les paumes de ses mains. Ce n'était pas de légers tapotements, mais des impacts fermes qui résonnaient dans l'air froid de la montagne. Ensuite, il passa aux jambes, puis à la poitrine, et finalement au dos, atteignant ce qu'il pouvait, utilisant un bâton de bambou pour les zones que ses mains n'atteignaient pas. Il me vit observer et sourit. « Tu crois que les os sont des pierres mortes ?» dit-il. « Tu crois que nous naissons avec eux et que fils suent simplement jusqu'à se briser ? C'est ce que croient les ignorants. Les os sont vivants, ils écoutent, ils répondent. Lorsque tu leur parles avec des coups, ils s'éveillent. Lorsque fils s'éveille, ils se renforcent. » Je ne compris pas ces paroles ce matin-là, mais j'obéis lorsqu'il m'ordonna de l'imiter. Les premiers jours furent douloureux. Ma peau rougissait, mes muscles protestaient. Mais après une semaine, je remarquai quelque chose d'étrange. Les zones que je frappais chaque jour se sentaient différentes, plus solides, comme si quelque chose sous la peau réagissait, s'épaississait, se préparait. Mon maître me expliqua ce qui se produisait. Les os ont une mémoire, dit-il. Ils se souviennent de chaque impact, de chaque pression, de chaque demande que tu leur fais. Si tu leur demandes peu, ils deviennent paresseux. Ils s'amincissent, s'affaiblissent. Si tu leur demandes beaucoup, mais de la bonne manière, ils deviennent denses, forts, incassables. Les moines qui pratiquaient cela pendant des décennies développaient des os que les médecins occidentaux ne pouvaient expliquer. Des os qui, sur les images, semblaient être ceux d'hommes de 30 ans, alors que le moine en avait 80. Cette pratique avait un nom que mon maître prononçait avec révérence, Peda, le théâtre de frapper pour éveiller. Ce n'était pas frapper pour blesser, mais frapper pour communiquer. Chaque impact envoyait un message aux os. Le message disait « J'ai besoin que tu sois plus fort ici ». Et les os qui sont vivants, qui écoutent, qui répondent, obéissaient. Mais le Peda ne pétait que le début. Mais le Peda n'était que le commencement. Mon maître m'avertit qu'éveiller les os sans les nourrir revenait à allumer un feu, sans avoir de bois. Le feu brûlerait brièvement, puis mourrait. Les os éveillés ont besoin de nutriments. Ils ont besoin des matériaux avec lesquels construire leur nouvelle forteresse. Sans ces matériaux, l'éveil devient épuisement. C'est pourquoi la seconde partie de la première leçon arriva ce même soir, lorsque mon maître prépara le dîner. Je le vis ajouter dans la marmite une poignée de graines noires, si petites qu'elles semblaient être des grains de sable sombre. Il les remuait dans le bouillon avec des légumes et des racines que je ne reconnus pas.
Lorsque je lui demandai ce que c'était, il me regarda avec le sérieux de quelqu'un qui révèle un secret sacré. Le sésame noir est la nourriture de la moelle, dit-il. La moelle est la mère des os. Celui qui nourrit la moelle nourrit tous les os du corps depuis leur origine la plus profonde. Les moines qui veulent des os de fer mangent du sésame noir chaque jour de leur vie, sans exception, sans oubli. C'est l'engagement le plus simple et le plus puissant que tu puisses prendre envers ton squelette. Ce soir-là, je mangeais du sésame noir pour la première fois de manière consciente. Je ne savais pas que j'en mangerais chaque jour pendant les 12 années suivantes. Je ne savais pas que, des décennies plus tard, lorsque les médecins examineraient mes os, ils trouveraient la densité d'un homme de 20 ans plus jeune. Je savais seulement que mon maître, à 93 ans, avec ses os intacts, avait trouvé quelque chose que mon père n'avait jamais connu, et j'étais prêt à l'apprendre, même si cela me prenait le reste de ma vie. Ce fut le premier enseignement. Éveiller les os avec le cou, les nourrir avec la graine noire. Simple, ancien, puissant. Et ce n'était que le début de ce que mon maître avait à me révéler. 3 lunes passèrent avant que mon maître ne considère que j'étais prêt pour l'enseignement suivant. Chaque matin, je pratiquais le péda sans faute. Chaque nuit, je mangeais du sésame noir sous une forme ou une autre, parfois dans le bouillon, parfois moulu en pâte, parfois simplement mâché lentement jusqu'à ce que sa saveur terreuse emplisse ma bouche. Mon corps commençait à se sentir différent, plus solide, comme si mes os s'éveillaient d'un sommeil qui avait duré toute ma vie. Un après-midi, mon maître m'emmena dans une partie de la montagne où nous n'étions jamais allés. Nous marchâmes pendant des heures sur des sentiers qui semblaient n'exister que lorsqu'il les foulait. Finalement, nous arrivâmes à une petite caverne cachée derrière une mince cascade qui tombait comme un voile d'argent devant l'entrée. À l'us intérieur de la caverne, il y avait des os. Des centaines, peut-être des milliers. Des os d'animaux de toute taille soigneusement ordonnés sur des étagères taillées dans la roche. Mon maître alluma une torche, et la lumière révéla ce qui ressemblait à une bibliothèque faite entièrement de squelettes. Voilà ce qui reste lorsque la chair disparaît, dit-il. Voilà ce qui demeure lorsque tout le reste a cessé d'exister. Les os sont la dernière vérité du corps. Et à l'intérieur des os, il y avait quelque chose d'encore plus profond, la moelle, la substance qui crée le sang, l'essence que les taoïstes appellent le trésor caché. Il prit un os long sur une des étagères. Il semblait appartenir à un cerf. D'un mouvement précis, il le brisa en deux. À l'intérieur, la moelle était depuis longtemps desséchée, mais la cavité où elle avait existé était clairement visible. Voilà ce que tu dois renforcer, dit-il en pointant cet espace vide. Pas l'os extérieur. L'os extérieur n'est que l'armure. La moelle est le guerrier qui vit à l'intérieur de l'armure. Si le guerrier meurt, le armure ne sert à rien. Ce soir-là, mon maître m'enseigna le yin. C'est un mot qui n'y a pas de traduction exacte. Certains l'appellent l'essence vitale, d'autres l'énergie ancestrale. Mon maître la décrivait comme l'héritage que nous recevons de nos parents et des leurs avant eux, une réserve de vitalité avec laquelle nous naissons et que nous dépensons au fil de la vie. Le yin est stocké dans les reins, m'expliqua-t-il, et les reins gouvernent les os. C'est la connexion que les médecins occidentaux ne comprennent pas. Ils croient que les os sont indépendants, qu'ils n'ont besoin que de calcium et d'exercice. Ils ne voient pas que les reins et les os sont un seul système. Quand les reins s'affaiblissent, les os s'affaiblissent. Quand tu renforces les reins, tu renforces les os depuis leur racine la plus profonde. Je lui demandai comment renforcer les reins. Il sourit, comme s'il avait attendu cette question pendant des semaines. Il existe 3 chemins, dit-il. Le chemin de la chaleur, le chemin de la nourriture et le chemin du silence. Les 3 doivent être suivis ensemble. Aucun ne fonctionne totalement sans les autres. Le chemin de la chaleur était simple, mais demandait de la discipline. Chaque nuit, avant de dormir, je devais chauffer mes mains en les frottant l'une contre l'autre, jusqu'à ce qu'elles brûlent presque. Ensuite, je devais les placer sur le bas de mon dos, à l'endroit où reposent les reins sous la peau, et les y maintenir jusqu'à ce que la chaleur pénètre profondément. Cela nourrit le feu des reins, expliqua mon maître. Les reins ont besoin de chaleur pour fonctionner. Le froid les affaiblit, la chaleur les renforce. Le chemin de les aliments était plus complexe. Mon maître me parla d'aliments spécifiques qui nourrissaient les reins et donc les os. Les noix, par exemple, qui ont la forme des reins et du cerveau, la nature marque ces médecines avec des signes visibles. Les haricots noirs, car le noir correspond aux reins dans la médecine taoïste. Le bouillon fait avec des os d'animaux, car le semblable nourrit le semblable. Ce dernier point me surprit. Cela paraissait trop simple, trop évident.
mais mon maître insista sur son importance. Lorsque tu fais bouillir des eaux pendant de longues heures, mais expliqua-t-il, laisse eau extrait ce qu'ils contiennent. Des minéraux dont les os ont besoin, des substances qui construisent le cartilage et les articulations. La sagesse de l'is animal qui a donné ces os passe dans le bouillon, puis dans celui qui le boit. Nos ancêtres le savaient. Aucune culture ancienne ne gaspillait les os. Toutes faisaient des bouillons, tout en tirait cette médecine gratuite que la nature offre. Le chemin du silence était le plus difficile pour moi. Mon maître m'enseigna à m'asseoir en silence, le dos droit, en respirant d'une manière particulière. La respiration devait descendre jusqu'au bas-ventre, la zone que les taoïstes appellent le dantian. Chaque inhalation devait être ressentie comme si elle remplissait non seulement les poumons, mais cette cavité profonde où l'énergie vitale est stockée. Au début, je ne sentais rien, seulement de l'inconfort. Mais après des semaines de pratique quotidienne, quelque chose changea. Je pouvais sentir la chaleur s'accumuler dans mon bas du dos. Je pouvais sentir une énergie dont je ne connaissais pas le nom circuler le long de ma colonne. Mon maître hocha la tête lorsque je décrivis ces sensations. Le yin si s'éveille, dit-il. Lorsque le yin s'éveille, les reins se renforcent. Lorsque les reins se renforcent, les os reçoivent ce dont ils ont besoin pour devenir incassables. Je pratiquais ces 3 chemins pendant des mois. La chaleur des mains chaque nuit, les aliments noirs chaque jour, le silence respiré chaque matin. Et progressivement, d'une manière que je ne pouvais mesurer, mais que je pouvais sentir, mon corps se transforma. Mes os ne se sentaient plus comme des structures fragiles prêtes à se briser. Ils se sentaient comme des fondations de pierre sur lesquelles n'importe quoi pouvait être construit. Mon maître observait mon progrès avec une patience infinie. Ce n'est que lorsqu'il fut satisfait de ce qu'il voyait qu'il me révéla qu'il y avait plus, beaucoup plus. Ce que je t'ai enseigné jusqu'à présent est le fondement, dit-il un soir alors que le feu crépitait entre nous. Maintenant tu es prêt à apprendre les herbes que les anciens maîtres utilisaient pour obtenir des os qui défiaient toute logique. Des herbes dont les noms se murmuraient seulement entre initiés. Des herbes capables de transformer un squelette ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Cette nuit-là, je ne dormis pas. L'anticipation me garda éveillé jusqu'à ce que le soleil commence à peindre les montagnes d'orange. Je ne savais pas que ce que j'allais apprendre dans les jours suivants changerait à jamais ma compréhension du corps humain. La matinée où mon maître me révéla les herbes sacrées commença par une marche silencieuse. Il ne me dit pas où nous allions. Il fit simplement un geste pour que je le suive et se mit à monter un sentier que je ne connaissais pas. Nous marchâmes pendant des heures tandis que le soleil grimpait dans le ciel. Finalement, nous arrivâmes sur un flanc de montagne où poussaient des plantes que je n'avais jamais vues dans les zones plus basses. Mon maître s'agenouilla devant un buisson aux feuilles épaisses et à l'écorce grisâtre. Il arracha un morceau d'écorce avec soin, comme quelqu'un qui emprunte quelque chose plutôt que de le voler. « Ceci est Duzong, dit-il en me montrant l'écorce. Observe. » Il la fendit et je vis quelque chose qui me laissa sans voix. Entre les 2 moitiés, de minces fils blancs s'étiraient comme de petits tendons, refusant de se séparer. « Vois ces fils ?» demanda mon maître. « Ainsi la nature nous dit à quoi sert cette plante. Ces fils sont comme les tendons et les ligaments du corps. Le 12 ans renforce tout ce qui relie un os à un autre. » Il m'expliqua que les anciens maîtres avaient découvert les propriétés des plantes en observant leur forme, leur couleur, leur comportement. Une plante qui saignait rouge servait pour le sang. Une plante en forme de cœur servait pour le cœur. Et une plante dont l'écorce montrait des tendons, lorsqu'on la rompait servait pour les tendons et ligaments humains. C'était la doctrine des signatures, le langage silencieux par lequel la nature communique ses secrets à ceux qui savent observer. 12 os étaient utilisés depuis des siècles pour renforcer le bas du dos, les genoux, les chevilles, toutes les zones où les os se connectent et où l'usure du temps se manifeste avec force. Mon maître en prenait chaque jour sous forme de thé, faisant bouillir l'écorce pendant 1 heure. Le liquide sombre avait un goût amer qui était difficile à tolérer au début, mais que j'appris à apprécier comme un signe de puissance. Nous continuâmes à grimper la pente jusqu'à trouver une autre plante. Celle-ci poussait dans les fissures des rochers, s'agrippant à des surfaces où aucune autre plante n'aurait pu survivre. Ses racines avaient l'apparence de griffes cramponnées à la pierre. Mon maître arracha l'une de ses racines avec effort. « Regarde comme elle s'y accroche, dit-il. Regarde la force de sa prise. Cette plante connaît le secret de se maintenir là où 10 autres tombent. » Elle s'y appelait Gyosui Bio. Le nom signifiait littéralement réparatrice d'os cassés. Mon maître me raconta que lorsqu'un moine subissait une fracture,
ce qui était rare, mais arrivait, c'était la première herbe administrée. Elle accélérait la soudure de l'os d'une manière que les médecins ordinaires ne pouvaient expliquer. Des fractures qui auraient dû prendre des mois à guérir le faisaient en quelques semaines. L'os nouveau qui se formait était plus dense que l'original. Mais Gu Sui-Be n'était pas réservée aux os déjà cassés. Prise régulièrement, elle renforçait les os avant qu'ils ne se brisent. C'était la médecine préventive dans sa forme la plus pure. Mon maître l'a combiné avec le 12 ans dans un thé qu'il buvait 3 fois par semaine, pas plus. Ces herbes sont puissantes, m'avertit-il. Plus ne signifie pas mieux. Le corps a besoin de temps pour intégrer ce qu'il reçoit. Le saturé est aussi nocif que le privé. La 3e herbe qu'il me montra ce jour-là ne poussait pas dans la montagne. Il l'a conservée dans sa grotte, sèche, dans un récipient en céramique scellée. Elle s'appelait Ejeu. Le nom venait d'une légende. Il racontait qu'un homme nommé E, après avoir consommé cette racine pendant des années, avait vu ses cheveux redevenir noirs. Mais mon maître ne l'utilisait pas pour les cheveux, il l'utilisait pour quelque chose de bien plus fondamental. Ejeu nourrit le yin, m'expliqua-t-il. Tu te souviens de ce que je t'ai enseigné sur le yin? L'essence stockée dans les reins, la réserve avec laquelle nous naissons. La plupart des gens ne font que dépenser leur yin. Ils le s'épuisent par les excès, les préoccupations, le manque de sommeil, la vie désordonnée. Peu savent qu'il peut être restauré. Ejeu était l'une des rares substances capables de rajouter du yin là où il avait été dépensé. Et lorsque le yin se renforçait, les reins se renforçaient. Et lorsque les reins se renforçaient, les os se renforçaient. Tout était connecté. Chaque herbe, chaque pratique, chaque enseignement pointait vers le même centre. Le corps n'était pas un ensemble de pièces isolées. C'était un système où tout affectait tout. Mon maître m'apprit à préparer une formule qui combinait les 3 herbes. Duzong pour les tendons et les ligaments, Jiu Sui Bio pour la densité osseuse, et Ejeu pour l'uftessence qui nourrissait tout depuis la racine. Les proportions étaient précises, la méthode de préparation rigoureuse, trop faire bouillir, détruisait certains composés, pas assez, et ils n'étaient pas complètement extraits. J'appris que les herbes ne fonctionnaient pas comme les médicaments occidentaux qui agissent rapidement puis disparaissent. Les herbes travaillaient lentement, accumulativement, transformant le corps couche après couche pendant des mois et des années. Elles demandaient patience, constance, confiance en des processus invisibles mais perceptibles avec le temps. Pendant les années qui suivirent, je pris cette formule régulièrement, pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, comme mon maître me l'avait enseigné. Et graduellement, d'une manière que je ne remarquais qu'en regardant en arrière, mon corps se transforma. Les douleurs que j'avais dans les genoux depuis l'adolescence disparurent. Le bas de mon dos, si souvent douloureux après le travail, devint fort et silencieux. Mes os cessèrent de se sentir comme des points faibles attendant de rompre. Ils commencèrent à se sentir comme des forteresses sur lesquelles je pouvais compter. Mon maître observait ma transformation avec la satisfaction silencieuse de celui qui voit ses enseignements porter fruit. Mais il me mettait constamment en garde contre l'arrogance. Les herbes sont des alliés, pas des sauveuses, disait-il. Elles n'agissent que si le reste de ta vie soutient leur travail. Cela ne sert à rien de prendre du 12 ans si tu vis d'une manière qui détruit ce que les herbes construit. Cet avertissement me mena à l'enseignement suivant, le plus difficile de tous. Non pas ce qu'il faut ajouter au corps, mais ce qu'il faut lui retirer. Mon maître passa des semaines sans m'enseigner quoi que ce soit de nouveau. Il m'observait, ce que je mangeais, ce que je buvais, comment je me mouvais, comment je dormais. Je pensais qu'il évaluait mon progrès avec les herbes et les pratiques. Je ne comprenais pas qu'il préparait une leçon qui me serait plus difficile que toutes les précédentes. Une nuit, alors que nous dînions en silence près du feu, il parla sans me regarder. « Tu as appris ce qui construit les os, dit-il. Maintenant tu dois apprendre ce qui les détruit. Car il ne sert à rien de construire d'une main si, de l'autre, tu démolis ce que tu as construit. Et la majorité des gens font exactement cela chaque jour sans le savoir. » Il me parla d'abord du sucre. Pas le sucre naturel des fruits et de certains légumes, mais le sucre concentré vendu dans les villes, le sucre blanc que les riches ajoutaient à leur thé et à leur dessert, comme signe de statut. Ce sucre, m'expliqua mon maître, était un voleur silencieux. Il entrait dans le corps déguisé en plaisir. Quand tu consommes trop de sucre, dit-il, ton corps doit le neutraliser rapidement. Pour ce faire, il vole des minéraux là où il peut les trouver. Et les endroits où il y en a le plus, ce sont les os. Calcium, magnésium, phosphore. Le sucre
les arraches à ton squelette pour pouvoir être traité. Tu manges quelque chose de sucré et ce sont tes os qui paient le prix. Tu ne le sens pas, tu ne le vois pas, mais cela se produit. Je pensais à mon enfance, aux douceurs que ma mère achetait au marché, aux fruits confits que j'aimais tant, au sucre que j'ajoutais au thé chaque matin sans y réfléchir. Je me demandais combien de la fragilité de mes os venait de ces années où j'avais nourri le voleur sans le savoir. Le deuxième voleur était le sel en excès. Pas le sel naturel dont le corps a besoin en petite quantité, mais le sel utilisé pour conserver les aliments, pour donner du goût à des préparations trop fades, pour masquer la médiocrité par l'intensité. Mon maître m'expliqua que trop de sel forçait les reins à travailler excessivement. Et lorsque les reins se fatiguaient, les os en subissaient les conséquences. Souviens-toi, dit-il, les reins gouvernent les os. Ce qui blesse les reins, blesse les os. Le sel en excès est un fouet qui frappe les reins sans relâche. Avec le temps, ils s'épuisent et les os, privés de leur gouverneur, commencent à se fragiliser. Le troisième voleur me surprit, les excès de viande. J'avais grandi en croyant que la viande rendait fort, que les guerriers en mangeaient pour devenir puissants, que plus de viande signifiait plus de force. Mon maître détruisit cette croyance avec patience. La viande a sa place, concéda-t-il. Mais en excès, elle produit de l'acide dans le corps. Et lorsqu'il y a trop d'acidité, le corps doit la neutraliser. Devine où il va chercher les minéraux pour ce faire? Encore dans les os. Le même mécanisme que le sucre. Un voleur différent, mais le même vol. Il me parla de moines qu'il avait connus, qui ne mangeaient jamais de viande et dont les os étaient forts comme du chêne. Et de marchands riches qui en mangeaient 3 fois par jour et dont les os se brisaient au moindre faux pas. Ce n'est pas la viande le problème. C'est les biquessés. C'était le déséquilibre. Le quatrième voleur n'y était pas une substance, mais une absence, le manque de mouvement. Mon maître m'expliqua que les os avaient besoin de pression pour rester forts. Ils avaient besoin de sentir le poids du corps, l'impact des pas, la tension des muscles qui tirent sur eux. Sans ces signaux, les os supposent qu'ils ne sont plus nécessaires. Et ce que le corps juge inutile, il le laisse dépérir. J'ai vu des hommes malades rester alités pendant des mois, dit-il. Quand ils se sont enfin levés, leurs os étaient devenus fragiles comme ceux de vieillards. Pas à cause de la maladie, à cause de l'immobilité. Leurs os avaient oublié pourquoi ils existaient. C'est la loi du corps, ce qui ne m'est pas utilisé se perd. Voilà pourquoi le péda était si important. Voilà pourquoi les marches quotidiennes dans la montagne n'étaient jamais optionnelles. Voilà pourquoi mon maître, à 93 ans, ne passait jamais une journée sans exiger quelque chose de son corps. Le cinquième voleur était le plus difficile à admettre, la peur, la préoccupation constante, le stress qui ronge de l'intérieur. Mon maître m'expliqua que ces émotions affectaient directement les reins. Dans la médecine taoïste, chaque organe est associé à une émotion. Les reins sont associés à la peur. Une personne qui vit dans la peur chronique, dans l'anxiété, dont l'esprit ne trouve jamais le repos, cette personne vide ses reins goutte à goutte. Et lorsque les reins se vident, les os en souffrent. J'ai vu des jeunes avec des os d'anciens, dit mon maître. Et quand je leur demande leur histoire, je trouve toujours la même chose. Peur, anxiété, une âme qui n'eût jamais connu la tranquillité. Cette révélation me frappa profondément. J'avais été un jeune anxieux, inquiet de mon avenir, effrayé de répéter les erreurs de mon père. Je me demandais combien de ce poids émotionnel s'était déposé dans mes os comme une faiblesse accumulée. Mon maître vit mon expression et adoucit sa voix. Le passé ne peut être changé, dit-il. Mais l'avenir est ouvert. Maintenant que tu connais les voleurs, tu peux leur fermer la porte. Le corps pardonne, le corps régénère. Mais il a besoin que tu cesses de le blesser pour pouvoir te guérir. Cette nuit-là, je fis les inventaires silencieux de ma vie, les sucreries que je consommais encore, le sel que j'eus ajouté sans y penser, la viande que je mangeais par habitude, le mouvement que j'eusse évité quand je le pouvais, la peur que je portais toujours en moi. 5 voleurs. 5 portes que je devais fermer si je voulais que tout ce que j'étais en train de construire ne soit pas dérobé avant même que je puisse en profiter. La leçon fut amère mais nécessaire. La véritable force ne vient pas seulement de ce que Luçon ajoute. Elle vient aussi de ce que Luçon retire. Après avoir appris quels étaient les voleurs qui dérobaient la force des os, je m'attendais à ce que mon maître m'enseigne davantage d'herbes, davantage d'aliments, davantage de substances à ajouter à mon corps. Au lieu de cela, il m'emmena à une clairière de la montagne, à l'aube, et me demanda de rester debout. Juste cela, debout, sans bouger.
Je pensais que c'était une épreuve de patience, qu'après quelques minutes, il me révélerait un secret. Mais les minutes passèrent et il ne dit rien. Il m'observait simplement, avec ce regard calme que je connaissais déjà. Au bout d'une heure, mes jambes commencèrent à trembler. Mon dos me faisait souffrir. La sueur coulait sur mon front alors même que l'air du matin était froid. Lorsque, enfin, il m'autorisa à me reposer, mes jambes peinaient à me soutenir. Je m'effondrais au sol, essoufflé. Mon maître s'assit à mes côtés, sans montrer la moindre fatigue alors qu'il était resté debout le même temps que moi. « Ceci s'appelle Zanzhuang », dit-il, « se tenir debout comme un arbre. C'est la pratique la plus ancienne et la plus puissante pour renforcer les os. Plus que n'importe quelle herbe, plus que n'importe quel aliment. Parce que Fel force les os à faire ce pourquoi ils ont été conçus. Supporter le poids, résister à la gravité, se souvenir de leur but. Il m'expliqua que les os se renforçaient lorsqu'on leur demandait d'agir. C'était la loi fondamentale qui gouvernait tout ce qui concernait le squelette. Si tu marches, les os de tes jambes se renforcent. Si tu portes du poids avec tes bras, les os de tes bras se renforcent. Et si tu restes debout immobile assez longtemps, tout ton squelette reçoit le message qu'il doit devenir plus dense, plus fort, plus capable. Le problème, dit mon maître, c'est que les gens modernes ont oublié comment être debout. Ils s'assoient sur des chaises, se couchent sur des lits, évitent la verticalité parce que elle demande un effort. Et leurs os, privés du signal qui leur est nécessaire, deviennent faibles et poreux comme du bois pourri. Zanzhuang n'était pas simplement se tenir debout. C'était se tenir debout d'une manière spécifique, les pieds à la largeur des épaules, les genoux légèrement fléchis, jamais verrouillés, le bassin inclin et pour aplanir la courbe lombaire, les épaules détendues, la tête suspendue comme tirée par un fil invisible vers le ciel, les bras pouvant reposer le long du corps ou se maintenir devant soi comme si l'usson embrassait un arbre invisible. Mon maître me corrigeait constamment les premières semaines, 1 millimètre ici, une inclinaison là. La position devait être précise, car la moindre déviation créait des tensions inutiles dans les mauvaises zones. Quand la posture était correcte, le poids s'écoulait directement à travers les os vers la terre. Quand elle était incorrecte, les muscles luttaient inutilement contre la gravité. Les premiers mois furent difficiles. 5 minutes semblaient 1 heure. 10 minutes paraissaient impossibles. Mais avec la pratique quotidienne, ma capacité grandit 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Et à mesure que ma capacité augmentait, quelque chose d'autre changeait. Mes jambes devinrent plus solides, mon dos plus fort, mes genoux, qui craquaient toujours lorsque je montais des escaliers, devinrent silencieux. C'était comme si le simple fait de rester debout reconstruisait mon squelette de bas en haut. Mon maître expliqua que durant Zanzhuang, des choses invisibles se produisaient. La moelle osseuse était stimulée, la circulation vers les os augmentait, les cellules responsables de la création d'os nouveaux s'activaient. Tout cela simplement en se tenant immobile, correctement aligné, en laissant la gravité faire son œuvre. Il y avait aussi un aspect mental. Être debout sans bouger forçait l'esprit à se calmer. Il n'y avait rien à faire sauf être présent. Les pensées vagabondes s'y apaisaient. Les préoccupations qui consommaient de l'énergie se dissolvaient dans la pratique. Et lorsque l'esprit se calmait, la peur diminuait. Et lorsque la peur diminuait, les reins se renforçaient. Et lorsque les reins se renforçaient, les os recevaient ce dont ils avaient besoin. Tout était lié. Le corps et l'esprit, la posture et les émotions, les os et l'esprit intérieur. Zanzhuang travaillait sur tous ces niveaux simultanément. Mon maître pratiquait 1 heure chaque matin, depuis plus de 60 ans. Quand je lui demandais s'il s'ennuyait parfois, il me regarda comme si j'avais posé la question la plus étrange du monde. « S'ennuyer d'être vivant », dit-il. Chaque matin où je peux me tenir sur mes propres os est un cadeau. La pratique est ma façon de remercier. J'adoptais Zanzhuang dans ma routine quotidienne. D'abord par discipline, puis pour les effets, puis pour une chose plus mystérieuse, une sensation d'ancrage, d'appartenance, comme si je devenais un arbre parmi les arbres de la montagne. Des années plus tard, lorsque mes propres élèves me demandent « Quelle est la pratique la plus importante pour les os ?» Je réponds toujours « Apprends à te tenir debout. Apprends à te tenir debout correctement. Et fais-le chaque jour jusqu'à ta mort. » Un jour, mon maître me posait une question qui me sembla absurde. « Quand tu respires, dit-il, jusqu'où va ton souffle ?» Je répondis ce qui me paraissait évident. « Jusqu'au poumon. » Mon maître secoua lentement la tête. «
comme quelqu'un qui entend un enfant dire que le soleil tourne autour de la Terre. Ça, c'est la respiration des endormis, dit-il. La respiration superficielle qui ne fait que maintenir le corps en vie. Mais il existe une autre respiration, une respiration que les anciens maîtres pratiquaient, une respiration qui peut porter le souffle beaucoup plus profond, jusqu'au ventre, jusqu'aux reins, jusqu'aux os eux-mêmes. Je ne comprenais pas. L'étoile entre dans les poumons, c'était la biologie. Il n'y a aucun moyen pour que l'air atteigne les os. Mais mon maître ne parlait pas de l'Isère. Il parlait de ce que l'éther transporte, le ki, l'énergie vitale qui circule avec chaque respiration et qui peut être dirigée consciemment vers n'importe quelle partie du corps. Il m'enseignait une façon de respirer que je n'avais jamais pratiquée. L'inhalation commençait dans le bas-ventre et non dans la poitrine. L'abdomen s'étendait d'abord, comme un ballon qui se gonfle depuis le bas. Ensuite, l'expansion montait vers les côtes. Enfin, elle atteignait la poitrine. C'était une vague qui montait du profond vers le haut. L'exhalation suivait le chemin inverse. La poitrine se vidait d'abord, puis les côtes, puis le ventre se contractait doucement, expulsant jusqu'à la dernière goutte d'air stagnant. Entre l'exhalation et l'inhalation suivante, un moment de silence, un espace vide où quelque chose d'invisible se produisait. Mon maître me fit pratiquer cette respiration pendant des semaines avant d'y ajouter les éléments suivants. L'attention. Car le ki suit l'esprit, expliqua-t-il. Là où va l'esprit, l'énergie coule. Si, durant l'inhalation, tu imagines que le souffle descend le long de ta colonne jusqu'au sacrum, le ki suivra ce chemin. Si tu imagines qu'il pénètre tes os comme l'eau pénètre le sable sec, alors il se comportera ainsi. Au début, je me sentais ridicule. Imaginez que ma respiration atteignait des zones où les fers ne pouvaient physiquement aller. Cela allait contre tout ce que je savais appris. Mais mon maître insistait. Ce n'est pas important que tu crois ou non. Pratique. Le corps répondra, même si l'esprit doute. Et il avait raison. Après des mois de pratique, je commençais à sentir quelque chose. Une chaleur subtile descendant le long de mon dos, une sensation d'expansion dans mes os, comme s'ils s'ouvraient pour recevoir quelque chose. Je ne pouvais pas l'expliquer rationnellement, mais je ne pouvais pas non plus le nier. Quelque chose se produisait. Mon maître expliqua que les os ne sont pas aussi solides qu'ils en ont l'hiver. Ils sont remplis d'espace, de pores minuscules, de canaux microscopiques. La moelle osseuse, qui vit en leur centre, a besoin d'oxygène comme tout tissu, a besoin de nutriments, a besoin d'énergie. La respiration profonde, combinée à l'intention, améliorait la circulation vers ces zones internes qui reçoivent normalement peu d'attention. Il y avait une pratique spécifique que mon maître réservait aux os, la respiration de la moelle. Elle se faisait allonger sur le dos, les jambes légèrement élevées. La respiration était lente, profonde, selon le schéma appris, mais l'intention était précise. À chaque inhalation, imaginez l'énergie entrant par les plantes des pieds, montant dans les os des jambes comme la sève dans le tronc d'un arbre. À chaque exhalation, imaginez cette énergie se distribuant, s'installant, s'intégrant. Puis l'attention se déplaçait vers les bras, énergie entrant par les paumes, montant par les os de l'avant-bras, du bras jusqu'aux épaules. Ensuite, la colonne vertébrale, chaque vertèbre recevant le souffle une par une, du sacrum à la base du crâne. Enfin le crâne lui-même, les os du visage, la mâchoire. Une session complète durait 30 minutes, et après, le corps se sentait différent, plus léger et plus solide à la fois, comme si les os avaient été nettoyés de l'intérieur, comme si des stagnations anciennes avaient été dissoutes. Mon maître pratiquait la respiration de la moelle 3 fois par semaine. Il disait que c'était l'un des secrets les mieux gardés des taoïstes pour maintenir des os jeunes. Que les monastères qui enseignaient cette pratique produisaient des anciens dont les squelettes défiaient toute logique médicale. Des os denses à 90 ans, des postures droites à 100 ans. Je ne peux pas prouver scientifiquement que la respiration atteint les os. Je ne peux pas tracer un diagramme montrant comment le ki pénètre la moelle. Je ne peux offrir que ce que j'eusse vécu, mon propre corps, mes propres sensations, les changements que j'ai observés après des années de pratique. Et je peux répéter ce que mon maître me dit lorsque je lui exprimais mes doutes. La médecine occidentale est jeune, 200 ans. Notre tradition en a 5000. Ils finiront par découvrir ce que nous savons depuis des millénaires.
En attendant, tu n'as pas besoin de leur permission pour guérir. Tu as seulement besoin de pratiquer. Je pratiquais. Et mes os répondirent. C'était la seule preuve que je peux offrir. L'hiver dans les montagnes était brutal. Le vent coupait comme des couteaux de glace. La neige couvrait les sentiers pendant des mois. L'eau des ruisseaux gelait jusque vos fonds. J'avais grandi dans des terres plus tempérées et mon premier hiver avec mon maître faillit me détruire. Je tremblais constamment. Mes articulations me faisaient souffrir d'une douleur profonde, comme si elle venait de l'intérieur même des os. Je passais les nuits recroquevillé près du feu, incapable de me réchauffer. Mon maître observait mon tourment avec une combinaison étrange de compassion et de curiosité. Une nuit, alors que je grelottais, enveloppé dans toutes les couvertures que je possédais, il s'assit à mes côtés et parla. « Le froid est entré dans tes os, dit-il, et maintenant il vit là, comme un envahisseur qui refuse de partir. C'est ce qui arrive à la plupart des gens. Ils accumulent du froid pendant des années sans le savoir, puis se demandent pourquoi leurs articulations font mal, pourquoi leurs os sont raides, pourquoi leur corps vieillit trop tôt. Il m'expliqua que dans la médecine taoïste, le froid était l'un des ennemis les plus dangereux pour les os. Pas le froid momentané d'une journée d'hiver, mais le froid qui pénètre profondément et s'installe. Le froid qui entre par les pieds nus posés sur des sols glacés, par le bas du dos exposé au courant des fers, par les genoux laissés sans protection par temps humide. Ce froid s'accumule dans les articulations, dans les espaces entre les os, et cause des dégâts lents mais constants. Le froid contracte, dit mon maître. Il contracte les vaisseaux sanguins, les muscles, les tendons. Quand les tissus autour des os se contractent, la circulation diminue. Les nutriments n'y arrivent plus, les déchets ne sont plus évacués. L'ostos reste isolé, privé de ce dont il a besoin. Avec le temps, il se affaiblit. Avec le temps, il se détériore. Je lui demandai comment expulser le froid qui m'habitait déjà. Il sourit, se leva et dit « Viens, il est temps que tu apprennes le feu qui guérit. » Il me conduisit à une partie de la grotte que je n'avais jamais explorée. Là étaient rangées des branches séchées d'un arbuste que je ne reconnus pas. « Ceci est armoise, dit-il, la plante du feu intérieur. Avec elle, nous ferons de la moxa. » La moxa était de l'armoise séchée, compacte en petits cônes ou cylindres. Mon maître en alluma un et le rapprocha de mon genou, l'articulation qui me faisait le plus souffrir. La chaleur pénétrait y d'une manière différente du feu ordinaire, plus profonde, plus ciblée. Je la sentais traverser la peau et atteindre presque l'ios. Mon maître faisait des mouvements circulaires lents avec la moxa sans jamais toucher la peau, mais suffisamment proche pour que la chaleur soit intense. Il expliquait en même temps, la moxa a une qualité unique, sa chaleur ne reste pas en surface. Elle pénètre. Elle poursuit le froid où qu'il se cache et elle l'expulse. Les anciens maîtres l'ont découvert il y a des milliers d'années. C'était l'un de nos outils les plus puissants contre le froid accumulé. Cette nuit-là, après la séance de moxa, je dormis mieux que depuis des semaines. La douleur dans mon genou avait diminué de façon notable. Elle n'avait pas disparu, mais pour la première fois, j'ai l'impression qu'il était possible d'agir, que le froid n'était pas une condamnation éternelle. Durant le reste de l'hiver, mon maître m'y appliqua régulièrement la moxa. Sur les genoux, sur le bas du dos, sur les chevilles, sur toute zone où le froid s'était installé. Et progressivement, séance après séance, l'envahisseur recula. La douleur diminua. La rigidité se relâcha. Mes os recommencèrent à m'y appartenir. Mais la moxa n'était qu'une partie de l'enseignement. Mon maître me montra ensuite comment empêcher le froid d'entrer. Les pieds. Les pieds doivent rester chauds, toujours. Chaussettes épaisses, chaussures isolantes. Jamais marcher pieds nus sur sol froid, même en été. Le froid entre par les pieds, répétait-il. Les pieds sont la porte. Ne la laisse pas ouverte. Le bas du dos. Zone sacrée. Jamais exposée au vent ni au froid. Mon maître portait toujours une bande de tissu autour de la taille, même en été. Des reins froids signifient des os faibles. Les genoux. Il avait vu des milliers de personnes détruire leurs genoux à cause du froid. Le froid dans les articulations du genou pouvait provoquer des douleurs durant des décennies. Il me enseigna aussi le feu intérieur, celui produit par certains aliments, gingembre, cannelle, clous de girofle, le mouvement, et en particulier Zanjuan, qui génère une chaleur interne étonnante malgré sa nature statique. Pour mon maître, l'hiver n'était pas une excuse pour interrompre la pratique. C'était la saison où elle était la plus essentielle.
Il m'y s'avertit aussi du danger inverse. La chaleur excessive, bien que moins courante, elle pouvait dessécher les fluides articulaires, enflammer les tissus, provoquer d'autres types de dommages. L'équilibre est essentiel, disait-il. Ni trop froid, ni trop chaud. L'équilibre physique et l'équilibre émotionnel. Les émotions chaudes, comme la colère, brûlent les articulations. Les émotions froides, comme la peur, les gèlent. Une personne en colère cuit ses articulations de l'intérieur. Une personne effrayée les congèle. Mon maître avait survécu à plus de 70 hivers en montagne. Ses os auraient dû être détruits par le froid. Mais il ne le sait pas. Ce n'était pas un accident. C'était le résultat de décennies d'attention, de chaleur, d'équilibre, de protection minutieuse. Je ne les ai jamais oublié ces leçons. À ce jour encore, je protège mon bas du dos, je garde mes pieds chauds, je veille sur mes genoux comme sur des trésors. Et lorsque le froid réussit à entrer malgré tout, je sais comment l'expulser avant qu'il ne cause des dégâts permanents. Le froid est patient, il peut attendre des années pour frapper, mais celui qui connaît ses chemins peut le repousser. Il y avait une question qui me tourmentait durant mes premières années auprès de mon maître. Il pratiquait tout ce que Ti m'y enseignait, les herbes, le Zanzhuang, la respiration, la moxa, mais il faisait aussi quelque chose que moi je ne faisais pas. Il dormait d'une manière différente. Il se couchait tôt, presque dès que le soleil disparaissait derrière les montagnes, et il se réveillait avant l'ivobe, sans que aucun bruit ne le tire du sommeil, comme si un horloge invisible vivait dans son corps. Moi, au contraire, je restais éveillé tard dans la nuit, entretenant le feu, ruminant mes inquiétudes, pensant à des choses que je ne pouvais contrôler. Et le matin, je peinais à sortir du sommeil. Mon corps était lourd, ma tête embrouillée, mon esprit lent. Un soir, mon maître me confronta directement. « Tu peux prendre toutes les herbes du monde, dit-il avec une sévérité rare. Tu peux pratiquer Zanzhuang chaque jour. Mais si tu ne dors pas correctement, tout cela sera inutile. Les os se reconstruisent pendant le sommeil, pas le jour, la nuit. » Il m'expliqua une chose qui transforma ma compréhension du corps. Pendant la journée, le corps est occupé. Il bouge, il digère, il pense, il réagit. Il n'y a ni le temps ni l'énergie de se réparer. Ce n'est que durant le sommeil profond que se produit la véritable régénération. Les cellules endommagées sont remplacées, les tissus sont reconstruits, les os déposent de nouveaux minéraux aux endroits qui en ont besoin. Mais pas n'importe quel sommeil. Le sommeil interrompu empêche le corps d'atteindre les phases profondes où la régénération se produit. Le sommeil trop court ne laisse pas le temps de compléter les cycles. Le sommeil à horaire irrégulier désoriente le corps. Mon maître, lui, suivait le rythme du soleil, non par rigidité, mais parce qu'il savait que le corps humain, depuis des millions d'années, fonctionnait selon cette alternance lumière-obscurité. Le jour active certains processus, la nuit en active deux autres. Quand tu vis en harmonie avec ces cycles, tout fonctionne. Quand tu les violes, tu en paies le prix. Il me révéla un secret. Les heures avant minuit sont les plus importantes pour la régénération. Quelque chose en nous sait quelle heure il est, même dans une grotte sombre. Les hormones réparatrices sont libérées avec plus de puissance durant ces heures précoces de la nuit. Celui qui s'endort à minuit, dit-il, perd la moitié du pouvoir régénérateur du sommeil. Celui qui s'endort après minuit en perd encore plus. Je changeais donc mes habitudes. Je me couchais lorsque le soleil se couchait. Au début, il m'était difficile de m'endormir si tôt. Mon esprit avait l'habitude de s'agiter la nuit. Mais, progressivement, mon corps s'adapta. Et je remarquais des changements que je ne s'attendais pas. Je me réveillais avant les aubes sans effort. Je n'avais plus la lourdeur matinale. Mes articulations n'étaient plus raides au réveil. La fatigue chronique que j'avais considérée comme normale disparut. C'était comme si mon corps recevait enfin ce dont il avait eu besoin toute sa vie. Mon maître m'y enseigna aussi la meilleure position pour dormir. Sur le côté, genoux légèrement fléchis, une oreiller du bonne épaisseur pour garder la nuque alignée. Jamais dormir sur le ventre, cela tord la colonne et comprime les organes. Jamais dormir sur le dos avec des oreillers trop hauts, cela pousse le cou vers l'avant. Le lieu du sommeil comptait aussi. Mon maître ne dormait jamais directement sur le sol. Il utilisait une natte épaisse qui l'isolait du froid et de l'humidité du sol. Le froid nocturne pénètre pendant le sommeil, dit-il. Et la colonne, les hanches, les reins en paient le prix. Il m'enseigna aussi ce qu'il ne fallait absolument pas faire avant de dormir.
Manger lourd. Cela forçait le corps à digérer au moment où il devrait se réparer. Un dîner lourd volait de luxe énergie aux os. Mon maître dînait toujours tôt, léger, et laissait son corps terminer la digestion avant le sommeil. Se coucher avec des inquiétudes. Une pensée anxieuse active les systèmes qui devraient être au repos. Un esprit agité détruit la profondeur du sommeil. Mon maître pratiquait une respiration lente avant de dormir, calmant son esprit comme on calme un lac troublé. Il avait aussi une pratique particulière chaque soir, allongé dans la position correcte, il posait ses mains sur son bas-ventre et chuchotait « Merci de m'y savoir soutenu aujourd'hui. Maintenant repose-toi, reconstruis-toi. » Cela paraissait simple, presque naïf. Mais il insistait. Cette communication avec le corps prépare les systèmes internes à travailler plus efficacement pendant la nuit. Je t'adoptais toutes ces pratiques. L'horaire, la position, le dîner léger, l'esprit calme, la gratitude. Et les années suivantes confirmèrent tout ce qu'il m'avait dit. Mes os se renforçaient plus vite. Mes articulations récupéraient mieux. Mes journées étaient plus longues, plus claires, plus stables. Le sommeil, disait mon maître, ce n'était pas du repos passif. C'était la reconstruction active du corps. Celui qui néglige le sommeil néglige le fondement même de toute guérison. Mon maître vécut jusqu'à 103 ans. Il ne perdit jamais une nuit de sommeil réparateur. Il ne brisa jamais le rythme que traçait le soleil. Ses os le soutinrent jusqu'à la fin, parce qu'il leur avait donné chaque nuit le temps de renaître. Durant ma 5e année auprès de mon maître, un jeune homme arriva dans la montagne. Il disait être un combattant. Il venait d'une ville lointaine où il avait gagné de la réputation dans des combats de rue. Ses poings étaient déformés par les impacts, ses articulations craquelaient, ses phalanges couvertes de cicatrices qu'il exhibait comme des trophées. Il marchait avec l'arrogance de celui qui croit que la force brute est tout ce dont un homme a besoin. Il avait entendu parler de mon maître et venait pour le défier. Il voulait prouver que ses méthodes modernes d'endurance étaient supérieures aux pratiques anciennes. Mon maître l'accueillit avec le même calme que pour tout visiteur. Il le invita à s'y d'asseoir, lui servit du thé, écouta son histoire sans l'y s'interrompre, acquiesçant doucement de temps en temps. Le jeune expliquait comment il avait renforcé ses mains en frappant des sacs de sable pendant des années, comment il avait brisé des planches et des briques pour prouver sa force, comment selon lui ses os s'étaient densifiés grâce aux traumas répétés. Il montrait ses nœuds déformés, attendant admiration. Mon maître examina ses mains longuement, puis il parla. Tu as une voix douce mais ferme. Tu as confondu dommage avec force. Tes os ne se sont pas renforcés, ils se sont déformés. Tu as créé des amas d'issos qui semblent durs, mais qui sont en réalité fragiles. Dans 20 ans, si tu vis jusque-là, tes mains seront des griffes inutiles, incapables de tenir un bol de riz. Le jeune devint furieux. Il exigea une démonstration. Il voulait voir ce que les mains d'un vieillard qui n'avait jamais frappé rien pouvaient faire. Mon maître sourit et tendit ses mains. Elles semblaient normales. Pas de bosse, pas de collosité monstrueuse, pas les traces de violence que fait arborer le jeune. Il se leva et marcha vers un rocher à l'entrée de la grotte, sans préparation visible, sans posture dramatique. Il frappa la roche avec la paume de sa main. Le son fut sec, profond, presque comme un tonnerre étouffé. Quand il retira la main, une fissure traversait le rocher. Sa main, elle, était intacte, pas rouge, pas enflée, pas douloureuse. Le jeune combattant resta silencieux. Toute son arrogance s'évapora comme du givre sous le soleil du matin. Il demanda à rester et apprendre. Mon maître accepta, à condition qu'il oublie tout ce qu'il croyait savoir sur le renforcement des os. Les mois suivants, j'observais comment mon maître enseignait aux jeunes l'art véritable de renforcer les os par l'impact. C'était complètement différent de ce qu'il avait pratiqué. Premier principe, la gradualité. On ne commence pas par frapper des roches, ni en brisant des planches. On commence par frapper son propre corps, doucement, avec les paumes, exactement comme dans le péda que j'avais appris. Puis, on progresse vers des surfaces souples, des sacs remplis de haricots, jamais de sable. Le impact doit stimuler, pas blesser. La ligne entre stimulation et destruction est fine. La franchir fait reculer au lieu d'y avancer. Deuxième principe, la récupération. Entre deux sessions, il fallait des jours, pas des heures. Les os ont besoin de temps pour répondre, se déposer de nouveaux minéraux, se densifier, se renforcer. Frapper tous les jours ne laissait aucun temps pour la reconstruction.
C'était comme creuser un trou et le remplir en même temps. Un effort inutile. Troisième principe, la nutrition. Stimuler les os sans leur donner matière à se reconstruire ne sert à rien. Les herbes qu'Ufsonmi avait enseignées, le sésame noir, le bouillon des os, les aliments qui nourrissent le yin. Sans cela, le Sympact ne faisait que créer des dégâts. Quatrième principe, le non-tension. Les coups ne doivent pas être donnés avec colère ou volonté de détruire. Ils doivent être donnés pour réveiller, pour communiquer. Mon maître disait que les os réagissent différemment selon les émotions derrière le Sympact. Un coup donné avec colère crée du trauma. Un coup donné avec intention de renforcer crée de la densité. Le jeune dut désapprendre des années de mauvaises pratiques. Ses mains eurent besoin de mois de repos avant de recommencer correctement. Les callosités dont il était si fier durent s'assouplir. Ce fut humiliant pour lui. Mais peu à peu, sous l'enseignement de mon maître, ses mains changèrent. Elles ne devinrent ni plus larges ni plus monstrueuses. Elles devinrent plus denses à l'us intérieur, tout en restant souples à l'us extérieur. Ses articulations retrouvèrent un mouvement qu'il avait perdu. Ses doigts retrouvèrent une sensibilité détruite par le trauma. Mon maître disait, « Le véritable renforcement des os ne se voit pas. Il ne crée pas de monstruosité. Il ne déforme pas. Il crée des os denses comme le fer, mais flexibles comme le bambou, capables d'y absorber des impacts que 10 autres os ne supporteraient jamais. » Il nous enseigna aussi les zones où l'impact était le plus bénéfique, les tibias, les avant-bras, les clavicules. Stimuler ces zones correctement pendant des années pouvait donner une densité presque surnaturelle. Mais la pratique demandait une patience mesurée en décennies, pas en mois. Le jeune finit par comprendre. Il resta 3 ans dans la montagne, à désapprendre, puis à réapprendre. Quand il partit enfin, ses mains semblaient ordinaires, mais je savais ce qu'elles étaient devenues, et je savais que nul combattant de rue ne pourrait rivaliser avec leur force intérieure. Après son départ, mon maître me dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Le chemin rapide est toujours le chemin du dommage. Le chemin lent est toujours le chemin de la vraie force. Cela vaut pour les os et pour toute la vie. À ma 7e année auprès de mon maître, je développais une douleur lombaire persistante. Dieu avait pourtant suivi toutes les pratiques, les herbes, le Zanzhuang, la respiration, le sommeil correct. Mais le mal demeurait, me réveillant certaines nuits, limitant mes mouvements pendant la journée. Je me sentais frustré, trahi par mon propre corps malgré tant d'années de discipline. Mon maître observa en silence pendant plusieurs semaines, avant de finalement m'établir un matin. Il me demanda de peu enlever ma tunique. Il examina mon dos avec ses mains, pressant ici et là, sentant des choses que moi je ne pouvais pas sentir. Puis il me demanda de marcher, de m'asseoir, de me lever, de me pencher en avant et sur les côtés. Enfin, il déclara « Ta colonne est tordue. » Pas beaucoup, juste un peu. Mais ce peu suffit à créer beaucoup de douleur. Tu as renforcé tes os, mais tu as négligé leur alignement. Avoir des os solides ne sert à rien s'ils sont mal placés. C'est comme construire une maison avec de bons briques, mais en négligeant que les murs soient droits. La maison finit toujours par s'y effondrer. Il m'expliqua que la colonne vertébrale était différente de tous les autres os du corps. Elle n'était pas une structure unique, mais une tour de 33 vertèbres, empilées les unes sur les autres, séparées par des disques souples, stabilisées par des muscles et des ligaments. Cette tour devait conserver des courbures précises pour fonctionner, une courbe vers l'os intérieur au niveau du cou, une vers l'humet extérieur au niveau thoracique, une vers l'us intérieur au niveau lombaire. Quand ces courbes étaient altérées, quand la tour se tordait ou s'effondrait, la douleur devenait inévitable. Il me dit avoir vu beaucoup de personnes avec des os très denses, mais une colonne mal alignée. Elles souffraient de douleurs que aucune herbe ne pouvait guérir, que aucun exercice ne pouvait soulager, parce que le problème ne venait pas de la force des os, mais de leur position. Une colonne tordue comprimait les nerfs, usait les disques, déformait les tissus et générait des tensions. Insupportable. La solution n'était pas plus de force, mais plus de conscience. Conscience de comment je me tenais, comment je m'assieds, comment je dormais, comment je marchais, comment je portais un objet. Mon maître commença alors à me corriger constamment. Redresse ton dos. Ne voûte pas les épaules. Garde la tête alignée, pas projetée en avant. J'avais l'impression de redevenir un enfant réprimandé.
Mais peu à peu, je compris que ces corrections étaient aussi importantes que les herbes ou les pratiques énergétiques. Les exercices pour la colonne que mon maître me enseigna, il me montra des mouvements que je n'avais jamais vus. Des mouvements doux, qui faisaient parcourir à chaque vertèbre toute son amplitude naturelle. Des torsions lentes, qui réveillaient les muscles endormis le long de la colonne. Des étirements subtils, qui créaient de l'espace entre les vertèbres comprimées. Rien de forcé, rien de violent, rien de brusque. Tout était graduel, patient, respectueux. Et les exercices de torsion au sol, allongés sur le dos, ramener doucement les genoux contre la poitrine, puis les laisser tomber tuer un côté, tandis que la tête tourne de l'autre côté. Cela créait une torsion qui parcourait toute la colonne, du cou jusqu'au sacrum. C'est comme essorer un linge trempé, disait-il. La torsion expulse les tensions et laisse les nouveaux fluides entrer. Et les exercices du chat et du cheval, à quatre pattes, arrondir le dos vers le haut comme un chat effrayé, puis le laisser s'abaisser comme un vieux cheval fatigué. Ce mouvement mobilisait chaque vertèbre rien qu'avec le poids du corps. Mon maître le pratiquait matin et soir, depuis plus de 60 ans. Le pouvoir de se suspendre. Les singes se pendent aux branches et n'ont jamais mal au dos, disait mon maître. Se suspendre à une branche solide permet à la gravité d'étirer la colonne verticalement, créant l'espace que le poids du corps comprime toute la journée. Les premiers jours, je ne tenais que quelques secondes. Puis, progressivement, je tins plusieurs minutes. Ma colonne semblait s'y allonger, respirer, se soulager. La posture pendant la journée. Selon mon maître, la plupart des gens détruisent leur colonne non pas par un accident, mais par de petites erreurs répétées des milliers de fois. S'asseoir voûté, se pencher toujours du même côté, dormir avec un coussin trop haut, porter un sac toujours du même côté, regarder constamment vers le bas. Ce sont les petites choses, disait-il, qui détruisent le grand axe du corps. Il me rendit conscient de chaque détail de ma posture, chaque geste devait être aligné. Et petit à petit, la douleur disparut. Pas en jour, pas en semaine, mais en mois. La patience, encore une fois, était la clé. Une colonne tordue par des années d'habitude ne se corrige pas vite, mais elle peut se corriger si l'on persévère. Mon maître, à 93 ans, avait la colonne la plus droite que j'ai jamais vue, tandis que des autres vieillards marchaient pliés, lui avançaient droit comme un jeune arbre. Ce n'était pas un miracle, c'était un entretien quotidien, un travail constant, une attention fidèle. Il me dit un jour, la colonne est l'utaxe de toute existence. Prends soin de l'axe et les roues tourneront sans effort. Néglige le désaxe et tout le char s'y effondrera, même si les roues sont solides. J'ai appris cette leçon dans la douleur, mais je l'ai appris profondément. Et depuis ce jour, ma colonne reçoit l'attention qu'elle aurait toujours dû avoir. Chapitre 11. Les articulations, là où les os se rencontrent. Mon maître avait une manière de marcher qui me fascinait. Ses mouvements étaient fluides, dépourvus du moindre craquement, sans la rigidité que j'associais généralement à la vieillesse. Ses genoux se pliaient sans protester, ses hanches tournaient librement, ses épaules se mouvaient avec l'aisance d'un enfant. Ananditrian, il se déplaçait avec plus de grâce que moi à 20 ans. Un jour, je lui posai la question directement. « Quel est ton secret ?» Il sourit, s'est assis près de moi et dit « Les os sont importants, mais des os seuls ne sont rien d'autre que des pierres empilées. Ce qui rend possible le mouvement, ce sont les articulations, les espaces où un os rencontre un autre. Et ces espaces, la plupart des gens les négligeant. C'est pour cela qu'ils finissent raides, contractés, douloureux, incapables de bouger librement bien avant que l'usage ne les exige. Il m'expliqua que les articulations étaient des systèmes complexes, de véritables chefs d'œuvre d'ingénierie naturelle. Du cartilage pour amortir les chocs, du liquide synovial pour lubrifier les surfaces, des ligaments pour maintenir le tout en place, des tendons pour relier les muscles aux os. Quand un de ces éléments échouait, fait articulation souffrait. Et quand les articulations souffraient, la vie devenait petite, limitée, douloureuse. Le premier ennemi des articulations, le manque de mouvement. Mon maître Luft avait observé pendant des décennies. Les personnes qui se déplacent peu développent des articulations rigides. Le liquide synovial, qui ne circule qu'avec le mouvement, reste stagnant. Le cartilage, qui dépend de ce liquide pour recevoir ses nutriments, s'étouffe lentement.
Les tissus autour des articulations se contractent et durcissent. Tout cela, simplement à cause d'une vie trop immobile. Le second ennemi, les excès de mouvement sans repos. Le autre extrême était tout aussi destructeur. Des articulations soumises à des impacts répétitifs, sans récupération adéquate, s'usaient prématurément. Des cartilages censés durer toute une vie étaient détruits en quelques décennies. Mon maître avait vu des travailleurs jeunes, avec des genoux des bombes âgés, à cause des bénés de surcharge. Encore une fois, le mot-clé était équilibre. Ni trop peu, ni trop. Le chemin du milieu, si cher aux taoïstes. La pratique du matin, nourrir les articulations. Mon maître enseigna une routine quotidienne. Nourrir les articulations. Chaque matin, avant toute autre pratique, il fallait emmener chaque articulation du corps, à travers son amplitude complète, lentement, avec attention, sans aucune force. La séquence, les orteils, les chevilles en grand cercle, les genoux en flexion et extension, les hanches en rotation, puis la colonne, les épaules, les coudes, les poignets, et enfin chaque doigt. Puis venait le cou. Inclinaison, rotation, flexion, extension, toute la pratique durait environ 20 minutes. Elle semblait simple, presque insignifiante, mais ses effets étaient profonds. Pourquoi cela fonctionnait? Mon maître expliqua. Chaque mouvement articulaire pompe le liquide synovial vers le cartilage. C'était comme arroser une plante. Sans ce mouvement, le cartilage meurt de faim, au milieu même de l'abondance. Le liquide est là, mais il ne se rend pas où il doit aller. Le mouvement est la pompe qui le s'y conduit. Le rôle du chaud, les articulations froides deviennent rigides. C'est pourquoi tant de personnes souffrent plus le matin ou en hiver. Le chaud rend le liquide synovial plus fluide, rendant le mouvement plus doux, plus libre. Mon maître ne commençait jamais un mouvement exigeant. Avant d'y avoir réchauffé ses articulations, la routine du matin servait précisément à cela. Créer une chaleur interne douce. Avant tout, effort plus intense. Cette seule précaution lui avait évité des dizaines de blessures au fil de sa longue vie. Et les aliments pour les articulations, le bouillon d'épaisse, que je connaissais déjà, était l'aliment principal. Il nourrit le cartilage, il soutient les ligaments, il lubrifie les articulations. Il aimait aussi certains légumes gélatineux, les algues, les champignons oreilles de bois, dont la texture rappelle celle du cartilage. Le semblable nourrit le semblable, répétait-il. Les herbes pour les articulations, il existait une combinaison traditionnelle, spéciale pour les articulations, du wu qui soulage la douleur articulaire et expulse le froid, Weilin Xiang capable de pénétrer les espaces articulaires et dissoudre les accumulations, Sang Jisheng qui renforce les tendons et les ligaments. Cette formule était prise régulièrement, sur des années. Mais mon maître avertissait, les herbes aident. Les aliments nourrissent, mais rien ne remplace le mouvement. Sans mouvement, rien ne fonctionne. Fatratulek, les mouvements des anciens monastères. Il me raconta que certains monastères conservaient des séquences de mouvements conçues spécialement pour les articulations. Des séries fluides, lentes, précises, qui faisaient tourner chaque articulation à travers des schémas complexes. Les moines qui pratiquaient cela toute leur vie restaient étonnamment mobiles, même à un âge avancé. Ce n'était pas de la magie, c'était la conséquence de décennies de mouvements conscients. J'ai adopté cette pratique, 20 minutes chaque matin, sans exception. Au début, cela me semblait banal. Je pensais que ce temps pourrait être mieux utilisé ailleurs. Mais avec les années, je compris. Alors que les gens de mon âge commençaient à se plaindre de genoux raides, d'épaules bloquées, de hanches douloureuses, mes articulations restaient silencieuses, souples, vivantes, capables de répondre à tout ce que je leur demandais. Mon maître mourut à 103 ans. Jusqu'à ses derniers jours, il pouvait s'y d'asseoir au sol jambes croisées et se relever sans aide. Ses articulations le servirent jusqu'au bout, parce que Pi les avait servis toute sa vie. Les os soutiennent, mais ce sont les articulations qui permettent de vivre. Le jour où mon maître mourut, le ciel était clair. Il n'y eut ni tempête, ni signe funeste, ni présage dramatique. Juste une aube ordinaire, suivie d'éteints jours ordinaires. Il avait 103 ans et avait vécu chacun de ces années pleinement. Ce matin-là, il fit sa pratique de Zhan Zhuang comme toujours. Il nourrit ses articulations comme toujours. Il prit son thé des herbes comme toujours. Puis il s'est assis à l'écentrée de la grotte,
face aux montagnes qui avaient été son foyer pendant plus de 80 ans. Et simplement, il cessa de respirer. Il n'y eut ni douleur, ni lutte, ni déclin prolongé comme ceux que j'avais vus chez tant d'anciens. Ses os l'avaient soutenu jusqu'au dernier instant. Son corps avait fonctionné jusqu'au moment même où lui décida qu'il était temps de partir. C'est ainsi que la mort devrait être, pensais-je en préparant son corps pour les rites funéraires. Pas une défaite après des années de déclin, mais une transition élégante, après une vie entièrement vécue. Je passai les jours suivants dans le silence. 12 années à ses côtés. 12 années d'enseignement qui avaient transformé non seulement mes os, mais ma compréhension entière de ce que signifie habiter un corps humain. Et maintenant, ce maître nu était plus là. Il ne restait que ce qui y avait placé en moi. Une semaine après les funérailles, je découvris un paquet qu'il avait laissé pour moi. Il était caché dans une fissure de la grotte que je connaissais depuis longtemps, mais que je n'y avais jamais exploré. À l'us intérieur se trouvaient des manuscrits anciens, si vieux que le papier se désagrégeait au toucher, et une lettre écrite de sa main, datée de quelques jours seulement avant sa mort. Je le t'ouvris. La lettre disait « Si tu lis ceci, c'est que je suis déjà parti. Ne sois pas triste. Je sais vécu plus d'1 siècle et je ne regrette aucun jour. Tout ce que je sais, je te les ai transmis. Mais il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit explicitement, car certaines vérités doivent être découvertes, pas enseignées. Maintenant que je ne suis plus là, je peux te le dire. Ce que je t'ai enseigné sur les os ne concerne pas seulement les os. Cela concerne la vie elle-même. Chaque principe que tu as appris, ça t'applique au-delà du corps. La patience qui fortifie les os, fortifie aussi le caractère. L'équilibre qui préserve les articulations, préserve aussi les relations humaines. La nutrition qui nourrit la moelle, nourrit aussi l'esprit. Le repos qui permet la régénération, permet aussi la sagesse. Je t'ai enseigné à réveiller les os avec des frappes douces. Réveille aussi ta vie avec des défis mesurés. Pas trop peu, ou tu deviendras faible. Pas trop, ou tu te détruiras. Le juste milieu, où le stimulus renforce sans briser. Je t'ai enseigné à nourrir les os avec les bons aliments. Nourris aussi ton esprit avec les bonnes idées, ton cœur avec les bonnes relations, ton âme avec les bonnes pratiques. On devient ce que l'unisson absorbe, pas seulement par les testomas, mais par chacun des sens. Je t'ai enseigné à éliminer ce qui vole la force des os. Élimine aussi ce qui vole la force de ta vie. Les gens qui te vident, les habitudes qui t'épuisent, les pensées qui te rongent. Le sucre n'est pas le seul voleur. Les voleurs sont partout. Apprends à les reconnaître et ferme-leur la porte. Je t'ai enseigné le froid qui détruit et la chaleur qui guérit. Dans la vie aussi, il y a des personnes froides qui gèlent tout ce qu'elles touchent et des autres, chaudes, qui redonnent vie à tout ce qu'elles embrassent. Cherche la chaleur, offre la chaleur. Et lorsque le froid inévitable viendra, ne le laisse pas atteindre les os de ton âme. Je t'ai enseigné que les os se reconstruisent durant le sommeil. Sache que ta vie aussi se reconstruit durant les périodes de repos. Ne sous-estime ni le silence, ni la tranquillité, ni les moments où il semble que rien ne se passe. Parfois, ce qui est le plus important arrive précisément lorsque nous cessons de faire et laissons les têtes travailler. Je t'ai enseigné que la colonne est l'axe du corps, ton intégrité est l'itaxe de ta vie. Garde-la droite et tout le reste s'y alignera. Laisse-la se tordre et rien ne fonctionnera correctement. Peu importe tes efforts sur les détails. Je t'ai enseigné que les articulations sont des lieux de rencontre. Les points où tu rencontres les autres sont les articulations de ton existence. Garde-les lubrifiés par la gentillesse. Garde-les souples par la flexibilité. Ne les laisse ni se raidir par le ressentiment, ni s'atrophier par la négligence. La lettre se terminait ainsi. Tu es maintenant le gardien de ce savoir. Ne le garde pas pour toi seul. Transmets-le à ceux qui sont prêts à le recevoir. Ainsi le lignage continue. Ainsi les maîtres qui me t'ont enseigné continuent de vivre à travers toi. Ainsi je continuerai de vivre à travers ceux que tu enseigneras. Les os demeurent longtemps, après que la chair se soit dissoute. Fais que tes enseignements soient comme les os, solides, durables, capables de soutenir des générations qui ne connaîtront jamais ton nom. Je refermai la lettre et je pleurais, non de tristesse, mais de gratitude. Gratitude de les avoir rencontrés. Gratitude pour les 12 années qu'il m'avait offertes.
Gratitude pour le savoir qu'il avait placé en moi et qui, un jour, vivrait en deux autres. De nombreuses années ont passé depuis. Mes propres os portent désormais les traces de décennies de pratique. J'ai enseigné à d'autres ce que mon maître m'a transmis. J'eus ai vu leurs os se renforcer comme les miens. J'eus ai vu le lignage se poursuivre. Et chaque matin, quand le soleil se lève sur les montagnes, je fais Zanzhuang, au même endroit où mon maître se tenait. Parfois, je le sens à mes côtés, sa présence silencieuse, son approbation muette. Ses os ne sont plus que poussière, mais son héritage vit encore. Dans mes os, dans mes enseignements, dans ces mots, qui maintenant arrivent jusqu'à toi.